Elle avoue l'histoire d'amour. Au centre du soleil, on ne faisait Racontez-moi pas de donc. politique. Tu peux comprendre ça, Rudy? Tu peux le comprendre? avait été son rêve de jeune fille à elle aussi. Muriel Rousselin-Vaudor, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui de votre dernier ouvrage, De Garance à Noir-Naniline. Alors on précise qu'il s'agit de couleurs qui interviennent dans le cadre de la fabrication de tissus dans des indienneries. Alors les indienneries que vous évoquez dans votre livre sur les Hauts-de-Rouen, période très précise entre 1867 et 1896, publiée aux éditions de la Rue. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une indiennerie? Là, moi, j'ai découvert dans votre ouvrage, et comme on dit, ça va mieux en le disant. Oui, donc une indiennerie, c'était une fabrique qui faisait des toiles imprimées à la manière des Indes, qui reproduisait le plus souvent des motifs fleuris. Vous aviez un exemple, par exemple, sur la couverture de mon livre, qui est un échantillon issu de cette fabrique. C'est très joli d'ailleurs. Voilà, qui a été produit en 1889 à l'occasion de la grande exposition universelle de Paris. D'ailleurs, votre ouvrage commence par ça. Voilà. Et le savoir-faire des industriels de la province vient être montré aux Parisiens et aux nombreux visiteurs du monde entier qui viennent regarder. Mais cette exposition universelle, c'est celle de 1867. C'est la dernière qui a été organisée sous le Second Empire. C'est Napoléon qui avait mis en avant les différentes idées qu'il fallait véhiculer. Et on est à une période quand même où les colonies sont en plein foisonnement. Alors c'est vrai qu'à Pondichéry, qui est un port qui permet d'exporter justement des produits qui viennent de l'Inde, et puis les femmes notamment, mais pas seulement, vont vraiment apprécier ce type de tissu. Oui. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, je le dis parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Alors d'abord, c'est très informatif. Je crois que vous avez un peu travaillé de manière journalistique. Et puis par moments, vous mettez et vous nous mettez à la place des gens qui vivaient à cette époque. Alors il y a une dichotomie très nette entre les bourgeois, les propriétaires, les capitalistes familiaux qui sont les propriétaires et qui vont faire tourner les usines, et puis le prolétariat qui vient souvent de la campagne et pour qui les conditions de vie sont quand même très difficiles. C'est deux mondes véritablement qui se côtoient mais qui ne se mélangent pas. C'est deux mondes qui se côtoient, oui. Et on sent très bien l'emprise des patrons sur les employés, même si les patrons dont je parle sont, on va dire... un peu humanistes quand même. Voilà, humains, à visage humain. Ouais. Le plus souvent, de par leur formation, parce qu'ils ont été habitués, quand ils se sont mis, avant qu'ils n'arrivent à la tête de la fabrique, souvent, leur père les mettait au magasin ou à l'atelier en contremaître pour vérifier différentes étapes de la fabrication, pour bien connaître la fabrication. Et dans ces conditions-là... Savoir de quoi il parle. Voilà. Et dans ces conditions-là, ils voyaient les façons de travailler des gens, leur peine, leur douleur, les problèmes physiques que cela pouvait entraîner, ce qui se passait lorsque l'employé était relativement âgé, ce qui se passait lorsque les femmes étaient enceintes. Donc, ils ont commencé à voir il y avait des êtres humains qui produisaient leurs marchandises et qu'il fallait quand même avoir un certain égard vis-à-vis de ces personnes. Voilà, et puis alors c'est horrible ce que je veux dire, mais quelque part ça correspond, je pense, à la réalité. Il fallait aussi protéger un peu l'outil de travail qui était ses bras. Oui, donc ça c'est à long terme. On est d'accord. Voilà. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on va retrouver au niveau de l'esclavage dans les îles lointaines où on protégeait l'outil de travail qui était tous ces malheureux qui étaient esclaves. Alors vous parlez de M. Rondeau qui a véritablement existé. Oui. Et alors, vous expliquez aussi qu'il s'est converti avant son mariage, puisqu'il était protestant, il est devenu catholique. Oui. Et on sent qu'il y a quand même une inspiration, j'allais dire, religieuse dans ses actes et dans la protection, même relativement minimale dans certains cas, que vous évoquez vis-à-vis de ses ouvriers. Oui, donc de par ses idées, je pense que il lisait des ouvrages, on va dire... un peu d'avant-garde pour l'époque. Oui, un peu d'avant-garde et qui mettait en avant les qualités humaines. Et vous avez par exemple Frédéric Leplay qui va mettre en avant toutes ces qualités humanistes qui vont être mises en avant justement pendant l'exposition de 1867. Donc on commence à
à prendre en compte l'être humain en tant que personne qui travaille et qui apporte une richesse. Et donc, c'est sûr qu'il y a bien sûr sous-jacent le besoin de garder l'outil de travail, entre guillemets, mais je pense quand même que les gens commencent à être plus humains vis-à-vis, les dirigeants commencent à être plus humains parce que, Alors, attendez, je vous interromps parce que vous avez raison, bien évidemment, mais en même temps, pardonnez-moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu relatif ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que dans votre livre, vous évoquez par exemple le fait que vous avez des familles entières qui vont travailler dans ces indienneries, des familles entières, avec des enfants à partir de 8-9 ans, jusque pourquoi pas le grand-père, et puis c'est marche ou crève, avec une amende si l'ouvrier arrive en retard, une amende s'il commet une erreur sur son travail, une amende s'il parle, ce qui est très difficile parce qu'il y a le bruit des machines, oui, en plus, c'est pas une sinécure, et pour des salaires qui sont quand même pas très élevés. Oui, mais ça, c'est comme ça que ça se passe à l'époque. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc, c'est déjà une révolution que des personnes pensent à améliorer, entre guillemets, le sort de leurs employés. Et puis, des fois, il y a des révoltes. À un moment, vous évoquez un conflit social. Oui, alors un conflit social, c'est la grève aux établissements Butler. Il y a eu des conflits qui étaient beaucoup plus dur. Dans les années 1845, il y a même eu des morts. En même temps, il y a eu une crise économique à l'époque. Voilà. Et il y a toujours, de toute façon, les problèmes sociaux, c'est issu des crises économiques parce que les gens, on leur demande de travailler plus et en gagnant moins. Tiens, ça rappelle un slogan. Ça rappelle un slogan qui a circulé il y a quelques temps. Et puis, il y a la vie. Alors, la vie, elle passe aussi par des événements historiques, comme un qui va véritablement marquer tout le monde, à savoir la guerre de 1870. À un moment, vous dites, ça y est, les Allemands, on ne les appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque. Les Prussiens arrivent, arrivent dans l'heure. Et donc, alors, on en a vu à tel endroit, ça fiche la frouille à tout le monde. Oui. Et là, aussi, d'un point de vue économique, parce qu'il y a une espèce de blocus qui se met en place, c'est terrible pour les salariés. Oui. Pour tout le monde, mais pour les salariés en particulier. Voilà, les matières premières ne vont plus circuler, donc les fabricants ne vont plus recevoir le coton. Va y avoir des problèmes de transport. Donc la situation économique va être bloquée. On va être dans l'attente de savoir ce qui va se passer sur le front. Et puis on se méfie un petit peu de ce qui se passe parce qu'on dit qu'il y a des espions. Il y a les espions, oui. C'est pas très clair. C'est une situation qui est toujours... c'est des situations comme ça qui sont en déliquescence. C'est toujours... c'est jamais bon pour les affaires, c'est ce qu'on dit. Donc oui, cette situation de crise va durer donc, pendant tout le temps des hostilités. Attendez, puis à un moment, vous écrivez quelque chose d'extraordinaire. À un moment, il y a un avis municipal qui dit finalement, on peut reprendre les enfants à l'école jusqu'à 15 ans. Oui. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire que de toute façon, on partit du principe que de toute façon, ils allaient travailler. L'école, c'était pas pour eux, etc. Comme il y a la guerre, finalement, ils peuvent revenir à l'école. Oui, donc là, c'est un peu la politique de la carotte et du bâton. C'est-à-dire qu'on va leur promettre de la soupe chaude le midi et puis du pain ou des bons de soupe pour leur famille. Et donc, c'est une incitation. Dans le seul but, bien sûr, de ne pas laisser traîner la jeunesse dans la campagne environnante. Vu le conflit actuel, ça peut toujours être dangereux. Et d'autre part, il peut y avoir des exactions, ils peuvent aller chaparder dans les champs ou prendre des marchandises ou du matériel dans Donc il vaut mieux finalement les contrôler. Voilà, on les contrôle. J'allais dire, c'est presque malgré eux qui décident de faire ça. Et puis en plus, il y a toujours un danger. Il y a la réaction des jeunes quand ils arrivent dans le chapitre. Absolument. Oui. Puis il y a un danger, c'est que si vous instruisez trop ces gens-là, peut-être qu'un jour ils vont devenir plus dangereux. Peut-être ils peuvent penser, ils peuvent mieux lire, ils peuvent penser. Bon, ça, c'est ce qui va arriver, heureusement, après. Voilà. Mais... Oui.
Alors, je voudrais qu'on termine quand même par deux éléments. Alors, le premier, c'est les conditions de vie. Alors, on a évoqué que le travail, c'était pas drôle. Et puis, en plus, on parle beaucoup de l'environnement aujourd'hui, à juste titre. Mais alors, à l'époque, on n'était pas très regardant. Alors, je vois, il fallait une hygiène parfaite d'un côté, pour travailler. C'est-à-dire que c'est mais, vrai. attendez, je cite, poudre à laver, chlore, vinaigre, alcali. Allez, on mélangeait tout ça. Et puis, il y avait des rejets absolument incroyables. Oui, donc les cours d'eau étaient complètement surchargés de matières chimiques. Donc il y avait les teintures, il y avait les apprêts, il y avait ce qu'on appelle le mordant aussi, qui faisait que la couleur tenait mieux sur le tissu. Donc tous ces éléments étaient rejetés ensuite. Il y avait des rinçages de toile à différentes étapes, ce qui faisait que tous ces éléments chimiques et polluants étaient rejetés dans les cours d'eau. En plus, s'ajoutaient les bêtes qui venaient paître dans les prés. Et Quel tableau, c'était terrible. Qui rejetaient en plus des excréments. Donc c'était à signaler qu'il y avait des gens quand même qui pêchaient dans les cours d'eau et qui mangeaient la friture le soir. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Alors, ça va se terminer, cette aventure, en 1896, puisque le 27 janvier, l'usine est rachetée dans des conditions, on va dire, quand même assez délicates. C'est la fin d'une aventure. Comment ça se passe après alors, vous évoquez le fait qu'il y a des travailleurs qui vont être recyclés dans certaines usines, mais c'est un véritable drame social pour toute la région. C'est un drame social pour toute la région. À tel point qu'il y a eu une pétition qui a circulé, qui avait été mise, par exemple, dans le journal de Rouen. Donc, ça avait fait l'objet de plusieurs articles. Donc, je le reprends justement sous l'angle des journalistes. En expliquant que le papier a été réécrit parce que c'est pas toujours. Il y avait des fautes d'orthographe et normal, puis des problèmes d'utilisation du patois aussi. Ouais. Enfin voilà. Mais dans l'ensemble, le journaliste avait conservé l'essentiel de ce qui était demandé. Et donc, la pétition aussi a été présentée à la préfecture. Et justement... il y a une réunion, le préfet, le conseiller général, le maire et puis évidemment le patron. Voilà, le conseiller général, le maire, le patron et... les représentants d'un syndicat d'indienneurs qui avait mis en avant le fait qu'on essayait de trouver une solution sous couvert que ce ne soit pas une indiennerie qui reprenne le site. Parce que du fait de la concurrence... la page était tournée. La page était tournée, donc on faisait en sorte que... donc là, je le dis également, c'est qu'il y avait aussi une visée de supprimer un concurrent, de récupérer du matériel, ce qui est à moindre coût, ce qui est toujours une aubaine pour les businessmen, même de l'époque. Eh bien, écoutez, Muriel Rousselin-Vaudor, merci. Moi, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, énormément, parce que on apprend véritablement d'abord ce qu'est une indiennerie. Je ne suis pas tout à fait sûr que nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes le savent. De Garance à Noir d'Aniline, donc les couleurs que vous évoquez au cours de votre livre. Chaque chapitre correspond à une couleur, donc c'est comme ça. Une indiennerie sur les Hauts de Rouen de 1867 à 1896 aux éditions de la Rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voulais pas finir La voix l'histoire au d'amour. centre du soleil, on ne faisait pas de politique. Tu peux comprendre ça, Rudy ? Tu peux le comprendre ? avait été son rêve de jeune fille à elle aussi.